A priori, voici 3 événements qui n'ont rien à voir. Les éditos de la rédaction. 1. Aux États-Unis, Donald Trump veut imposer des droits de douane sur l'acier. 2. Un Italien sur 2 a voté pour un parti dit populiste. 3. Les militants du Parti social-démocrate allemand ont accepté que leur parti, le SPD, forme à nouveau une grosse coalition avec la CDU d'Angela Merkel pour éviter d'avoir de nouvelles élections qui auraient été favorables au parti populiste AfD. Rien à voir donc, sauf que ces événements font tous les 3 furieusement penser au protectionnisme et au populisme des années 1930. Et ce n'est sans doute pas un hasard. En réalité, nous vivons un peu aujourd'hui la crise des années 30, sauf qu'elle est au ralenti. Petit rappel historique d'abord sur l'enchaînement de la Grande Dépression qui fut extraordinairement rapide. Les marchés financiers explosent en 1929, l'Amérique lance la guerre commerciale en 1930 avec les fameux tarifs douaniers au lait smooth. Le Royaume-Uni déclare la guerre monétaire dès 1931 en dévaluant fortement la livre sterling. Et la guerre en politique intérieure commence en 1932 en Allemagne quand le parti nazi devient la première formation politique et Hitler s'empare du pouvoir début 1933. La tempête financière déclenchée en 2008 par la faillite de la banque Lehman Brothers a eu le même genre d'effet politique dans les pays avancés, mais pas au même rythme ni au même degré, du moins pour l'instant. Alors, petite démonstration, commençons par la politique. Les partis au pouvoir ont pratiquement tous perdu les élections qui ont suivi la crise. Mais dans un premier temps, ce sont toutefois leurs opposants traditionnels qui leur ont succédé. Les démocrates aux États-Unis, les socialistes en France, les conservateurs au Royaume-Uni, etc. Les partis et les figures dits populistes, qui prônent le rejet des élites et la fermeture des frontières, ont progressé seulement dans un second temps. Vote du Brexit et élection de Trump en 2016, présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en France et percée de l'AfD en Allemagne en 2017, mouvement 5 étoiles devenant le premier parti italien en 2018, sans parler de l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et d'autres pays encore. Continuons avec la monnaie. Les Américains pensent à une guerre d'échange. Leur ministre des Finances, Steven Mnuchin, avait vanté à Davos la vertu d'un dollar faible. Mais cette guerre n'a toutefois pas éclaté, ce qui n'a pas empêché des mouvements sur le front monétaire. En créant des centaines de milliards de dollars pour acheter des actifs financiers dès 2010, la Réserve fédérale des États-Unis a affaibli le billet vert, ce qui a permis de conforter la reprise américaine à un moment où de toute façon l'Europe était en pleine débâcle. Symétriquement, la même politique menée ensuite par la Banque centrale européenne à partir de 2015 a déprécié l'euro, ce qui a raffermi l'activité européenne à un moment où la croissance américaine était de toute façon assez solide pour ne plus capoter à cause d'une remontée du dollar. Troisième volet, maintenant la guerre commerciale. Elle non plus n'a pas eu lieu pour l'instant. Des milliers de coups de canif ont certes été donnés dans les règles du libre-échange, mais jusqu'à présent, rien de vraiment sérieux. En décrétant des droits de douane sur les importations d'acier et peut-être d'automobiles, le président américain pourrait déclencher de vraies hostilités. Mais seulement 10 ans après l'épisode Lehman Brothers. C'est très très long. Pourquoi un tel écart alors que ça avait été beaucoup plus vite dans les années 1930 ? Il me semble qu'il y a 2 grandes explications. D'abord, la Grande Dépression s'inscrivait dans la période très troublée qui était l'après-Première Guerre mondiale, contrairement à la crise de 2008. Les décisions, les chocs des années 1930 avaient fermenté en réalité dans les années 1920. Exemple, ce n'est pas la chute de 39% de l'indice Dow Jones en 3 semaines fin 1929 qui a convaincu les parlementaires américains de créer des tarifs douaniers à peine 6 mois plus tard. Non, ils en parlaient en fait depuis une décennie. Les cultivateurs américains avaient profité de la Première Guerre mondiale pour gonfler leurs ventes vers l'Europe. En rendant les champs de bataille à l'agriculture, l'armistice avait engendré une profonde crise de surproduction aux États-Unis, où des mesures protectionnistes furent alors votées dès 1922. Leur renforcement figurait d'ailleurs au programme d'Herbert Hoover en 1928, qui remporta l'élection présidentielle. Les monnaies européennes, elles, avaient été abîmées par les énormes dettes publiques issues de l'effort de guerre. L'économiste John Maynard Keynes n'a d'ailleurs cessé de proposer des solutions à ce sujet tout au long des années 1920. Quant à la vie politique en Europe, elle avait elle aussi été très sérieusement secouée par la gestion de l'après-guerre et pas seulement en Allemagne.
Ensuite, la deuxième raison qui explique l'étalement de la crise dans le temps cette fois-ci, c'est tout simplement le fait que nous avons tout de même tiré les leçons des années 1930. Les gouvernants ont proclamé haut et fort, fin 2008, leur volonté de préserver l'ouverture des frontières. Ils ont laissé filer le déficit budgétaire alors que leurs prédécesseurs avaient tenté de le contenir. Et les banquiers centraux, eux, au lieu de garder fermé le robinet à liquidité, ont abaissé leur taux d'intérêt à 0% et aussi créé d'énormes masses d'argent pour soutenir le système financier. Mais ce faisant, les gouvernants n'ont rien réglé au fond. Pour prendre une métaphore médicale, ils ont sauvé le malade de l'infarctus cette fois-ci, mais ses artères restent bouchées. Dans les années 1930, d'énormes dettes avaient brutalement disparu. Les faillites avaient jeté à la rue des millions de pauvres et aussi des riches rentiers. Mais le système financier avait été apuré. Cette fois-ci, l'endettement a encore augmenté. Des banques, des entreprises, des États zombies ne doivent leur survie qu'au taux d'intérêt extraordinairement bas. Comme le montre le protectionnisme de Trump, nous n'avons pas dissous la crise, nous l'avons seulement étalée dans le temps et nous n'avons donc pas fini de la déguster. Et retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée et sur leséchos.fr.